Dans le cadre des journées d'études de sociologie des Masters 2 de l'Université de Limoges, nous avons eu l'occasion d'enregistrer certaines communications. Il s'agit pour les étudiantes et étudiantes de sociologie des universités de Tours, de Poitiers et de Limoges de venir présenter leur mémoire. Aujourd'hui, nous vous partageons l'intervention de Lisa Hardy, étudiante en Master 2 de sociologie à l'Université de Limoges. Elle vient présenter son mémoire co-dirigé par Lorraine Bozoul et Marie-Hélène Lechien, qui porte sur la transmission des entreprises familiales. Elle s'intéresse plus particulièrement aux trajectoires des héritiers, aux mécanismes familiaux de transmission et à l'ancrage territorial des PME familiales dans des secteurs divers comme l'industrie textile ou encore le commerce et le négoce. Son enquête porte sur des entreprises transmises depuis au moins 2 générations et mobilise la sociologie des classes dominantes, de la famille, des entreprises et des dirigeants. Après sa présentation d'environ 20 minutes, des questions lui ont été posées. Nous les avons réenregistrées, parfois en les raccourcissant et en les modifiant pour les rendre plus dynamiques. Sur YouTube, vous pourrez retrouver le support visuel de sa présentation. Bonne écoute! Donc bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter une partie de ma recherche de M2 consacrée à la transmission des entreprises familiales. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, il faut rappeler quelques éléments permettant de mesurer l'importance des entreprises familiales en France. Donc, selon une étude menée par l'Université Paris-Dauphine, fondée donc sur un échantillon de plus de 95 000 groupes d'entreprises, et à partir de données françaises, les entreprises familiales représentent 71% des groupes et concernent 69% des emplois au sein de l'échantillon étudié. Mais si leur poids économique est bien connu, les mécanismes qui permettent à ces entreprises de rester familiales restent encore relativement peu étudiés, notamment en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. Mon enquête porte précisément sur ces PME familiales et propose d'articuler 3 dimensions qui sont rarement étudiées ensemble: les trajectoires des dirigeants, les mécanismes familiaux de transmission et l'ancrage territorial de ces entreprises. La transmission des entreprises familiales peut être appréhendée sous plusieurs angles. Donc d'abord, certains travaux comme ceux de Michel Auferlet ou encore Sophie Louet s'intéressent aux trajectoires des dirigeants, donc leur ethos, leur rapport au travail, à l'argent ou encore à la politique, ainsi que leur inscription dans des réseaux économiques. Toutefois, ces travaux s'interrogent relativement peu sur les dynamiques familiales à l'œuvre au sein de ces groupes de dirigeants. Ensuite, la sociologie des indépendants et de la transmission familiale, avec Céline Bessière par exemple, Sybille Golac, Sophie Louet, Bernard Zarka ou encore Dominique Jacques Jouvenot, constitue un ensemble de travaux très riches. Donc, ils montrent que la reproduction du statut d'indépendant repose sur des transferts économiques, des donations, des arrangements familiaux, ainsi que sur des inégalités de genre dans le processus de transmission. Ils décrivent aussi la fabrication des héritiers au sein des fratries, comme la préférence par exemple pour le fils aîné. Cependant, ces travaux portent principalement sur l'artisanat et les exploitations agricoles, laissant de côté les entreprises familiales industrielles ou du commerce et de la négoce par exemple, auxquelles mon travail s'intéresse. Enfin, certains travaux abordent la dimension territoriale de ces entreprises, notamment ceux de Pierre-Paul Zaliot, qui étudie les grandes familles entrepreneuriales de Marseille en s'intéressant à la fois à l'influence de la ville sur ces familles et comment ces familles contribuent à structurer l'espace local. L'originalité de mon travail réside dans l'articulation de ces 3 angles d'analyse, mais il se distingue surtout du 3e point. Donc je ne m'intéresse pas à des grandes dynasties comme Pierre-Paul Zaliot, mais à des petites et moyennes entreprises familiales situées notamment en Haute-Vienne. Donc à travers cela, je me pose la question suivante: comment ces entreprises parviennent-elles à rester familiales au fil des générations ? Donc plus précisément, il s'agit d'analyser les conditions dans lesquelles la reprise par les héritiers devient possible, comment elle se prépare, dans quel contexte elle s'inscrit, et d'analyser les trajectoires des dirigeants et dirigeantes et des héritiers et héritières au sein de ces familles. Pour répondre à ces questions, je peux formuler plusieurs hypothèses principales. Donc, d'une part, dans la lignée de Bourdieu, les héritiers héritent de l'héritage, dans la mesure où la transmission ne se réduit pas à un patrimoine matériel, mais comprend également un capital symbolique fait de codes, de réseaux, liés à une position sociale, à un nom, à une entreprise qui est construite sur plusieurs générations. D'autre part, dans la lignée de Patrick Champagne, cette transmission n'est pas automatique, elle peut être refusée, mais aussi discutée ou négociée, et elle relève ainsi d'un processus plus incertain, dépendant des trajectoires individuelles et des configurations familiales. Pour tester ces hypothèses, je m'appuie sur des entretiens
approfondie avec des dirigeants et dirigeantes et des héritiers et héritières d'entreprises familiales. Donc, j'y privilégie les récits biographiques pour reconstituer les trajectoires et la construction des héritiers, ainsi que le récit de pratique pour saisir le fonctionnement concret de ces entreprises au quotidien et la répartition des rôles. Les entreprises enquêtées appartiennent à des secteurs divers, notamment l'industrie textile ou encore le commerce et le négoce, et s'inscrivent dans des histoires familiales s'étendant de 4 à 7 générations. Dans cette communication, je chercherai à répondre aux questions suivantes. Comment les héritiers et héritières se positionnent-ils face à la reprise de l'entreprise familiale et comment expliquer les différences de positionnement face à cette transmission? Pour répondre à ces questions, je vais m'appuyer sur 2 types de trajectoires d'héritiers et d'héritières issus de 2 familles différentes. Donc d'un côté, une trajectoire où la reprise apparaît comme une évidence, et de l'autre, la trajectoire où elle relève davantage d'un choix, d'un processus plus incertain et négocié. Et par la suite, je m'intéresserai aux conditions sociales qui contribuent à produire ces rapports différenciés face à la reprise de l'entreprise. Donc, dans un premier type de trajectoire, la reprise de l'entreprise apparaît comme une évidence. Donc, c'est le cas de Julien Blanchard, futur repreneur de l'entreprise Blanchard, une entreprise de fabrication de vêtements transmise depuis 4 générations. Julien est l'arrière-petit-fils des fondateurs et l'entreprise est actuellement dirigée par ses parents. Il est âgé de 23 ans, il vient de terminer un master finance et stratégie à Sciences Po Paris et débute un CDI en tant que financier dans une banque d'affaires. Dans son cas, la reprise n'est pas imposée. Ses parents lui ont toujours laissé le choix, notamment parce que son père avait lui-même mal vécu la reprise qui lui avait été en quelque sorte imposée. Mais pour autant, cette absence d'obligation ne suffit pas une absence de transmission, car à travers une socialisation précoce et continue au sein de l'entreprise familiale, la reprise s'impose progressivement à lui comme une évidence. En effet, il a littéralement grandi dans l'entreprise. Il explique par exemple: moi, typiquement, quand je suis née, 3 jours après, j'étais à l'usine et le perso, c'était un carton rempli de vêtements. Après l'école, il ne rentrait pas directement chez lui, mais rejoignait l'usine et l'utilisait avec sa sœur, l'espace de production, comme un espace de jeu. Très tôt, son quotidien est entièrement imbriqué avec l'entreprise et qu'il décrit comme une deuxième maison. Cette forte immersion dans l'entreprise est notamment rendue possible par la proximité spatiale. La maison dans laquelle il a grandi se situant à une 50aine de mètres de l'usine et l'ensemble de sa famille vivant autour du site. Cette forte proximité fait que les salariés occupent également une place importante dans son univers quotidien. Il explique par exemple avoir été en partie élevé par certains d'entre eux qu'il connaît depuis l'enfance et qui sont devenus des figures quasi familiales. Donc on voit que les frontières entre famille et entreprise sont quand même très fines. Cette forte socialisation ne s'arrête pas à l'enfance, mais se poursuit aussi à l'adolescence à travers l'implication dans l'entreprise familiale. Donc, durant les vacances, par exemple, il découvre les différents postes aide à la production et participe aux activités de l'entreprise. Cette socialisation se poursuit aussi à l'âge adulte, car pendant ses études, il reste très impliqué dans l'entreprise. Ses parents le font participer aux décisions importantes. Il échange quotidiennement avec ses parents sur la gestion de l'activité et suit de près les évolutions dans l'entreprise malgré la distance. Progressivement, il est intégré dans le processus de décision jusqu'à occuper aujourd'hui la fonction de directeur du holding familial. Le fait que son parcours soit marqué par une continuité forte entre l'enfance, l'adolescence et la vie adulte contribue à rendre la transmission particulièrement évidente au sein de la famille. Elle s'inscrit d'ailleurs dans un cadre de transmission déjà anticipé et organisé, notamment à travers des dispositifs juridiques de préparation comme le pacte Dutreil. Ainsi, même si la reprise n'a jamais été imposée ou formulée comme une obligation explicite, tout son parcours est construit dans une continuité très forte. Et dans ce cadre, la reprise apparaît alors comme une continuité logique et évidente. Dans un second type de trajectoire, la reprise apparaît davantage comme un choix construit progressivement et souvent lié à des opportunités. C'est le cas de Claire et Stéphanie Châtenay, 2 sœurs issues d'une famille présente dans le négoce de papier depuis 7 générations et qui dirigent aujourd'hui 2 entreprises distinctes. Donc l'une l'entreprise familiale et l'autre une société rachetée par leur père quelques années auparavant. Donc, contrairement au cas précédent, la reprise ici ne s'impose pas comme une évidence dès l'enfance, mais relève d'un processus plus dartif et incertain. Donc déjà, dans le cas de Claire, la distance à l'entreprise est particulièrement fort rodée par elle a 46 ans, c'est la cadette d'une adelphie de 2 sœurs et mère de 2 garçons de 6 et 8 ans.
Elle explique qu'après l'obtention de son bac, elle ne voulait surtout pas remettre les pieds à Limoges, principale ville du territoire où est implantée l'entreprise. Elle dit, je cite, j'ai toujours dit qu'il fallait surtout pas que je remette les pieds ici. Je sais qu'à 18 ans, la seule chose que je voulais surtout pas, c'était revenir à Limoges, vivre à Limoges et reprendre l'entreprise. Après le lycée, Claire obtient un DESS ainsi qu'un master en gestion de projet à La Rochelle. Par la suite, son parcours se fait dans l'événementiel, notamment à Paris, mais aussi à l'étranger, comme en Nouvelle-Zélande ou en Irlande. Et donc, il n'y a pas de trajectoire construite autour du fait de reprendre l'entreprise. C'est finalement une expérience à la CCI qui constitue un moment de basculement. Donc, en animant un groupe de chefs d'entreprise, elle en vient à considérer que, selon ses mots, gérer une boutique était à la portée de presque n'importe qui. Elle commence alors à envisager la possibilité de diriger elle-même l'entreprise familiale et décide de demander à son père de racheter donc l'entreprise Châtenay, alors même que ce dernier était déjà engagé dans un processus de vente. Mais cette démarche ne débouche pas immédiatement sur une reprise, car elle s'est construite au terme d'une longue négociation. Claire a travaillé 3 ans dans l'entreprise en tant que responsable commerciale avant de devenir PDG et propriétaire de l'entreprise à 32 ans. Le cas de Stéphanie est proche, mais davantage marqué par le conflit. Donc, elle est âgée de 50 ans, elle est l'aînée de la famille et dirige aujourd'hui Olissan, une entreprise de fabrication de papier rachetée par son père plusieurs années auparavant. Donc, elle construit d'abord une trajectoire professionnelle comme sa sœur à l'extérieur de l'entreprise familiale. Donc, après des études en marketing et en communication, elle travaille en Australie, puis à La Réunion, avant de rejoindre progressivement les entreprises familiales. Elle intègre d'abord Châtenay, où elle occupe des fonctions, selon ses mots, de petite secrétaire, puis de chef de projet, avant de rejoindre Olissan comme commerciale. Son arrivée dans l'entreprise se fait sans projet initial de reprise, et en travaillant dans l'entreprise, la question de sa place se pose progressivement dans un contexte marqué par des fortes tensions et la forte présence de son père. Donc un tournant intervient lors d'une importante grève des salariés. En défendant une manière de gérer la crise différente de celle de son père, Stéphanie affirme une position dans l'entreprise différente, ce qui conduit progressivement à son nomination comme directrice générale. Elle propose ensuite à ses parents un projet de rachat qui suscite d'abord des résistances, notamment autour de sa légitimité à diriger seule, avant qu'il n'accepte finalement de lui vendre entièrement l'entreprise. Dans les deux cas, la reprise apparaît ici comme un processus plus tardif et construit dans des contextes spécifiques et marqué par des négociations familiales et professionnelles parfois conflictuelles. Dans un second temps, on peut chercher à comprendre ce qui explique ces trajectoires différenciées. Donc, j'ai établi plusieurs facteurs explicatifs, donc la socialisation à l'entreprise, le rapport à l'histoire familiale, le genre ainsi que l'ancrage territorial. D'abord, la socialisation à l'entreprise joue un rôle central. Le rapport à la reprise dépend en grande partie du degré d'exposition à l'entreprise dès le plus jeune âge. Comme on l'a vu avec Julien Blanchard, cette socialisation est particulièrement forte. Il a grandi au contact de l'entreprise qu'il décrit comme une deuxième maison, et des salariés qu'il considère comme une deuxième famille. Il y travaillait dès son plus jeune âge et se voit confier rapidement des responsabilités, ce qui rend la reprise plus évidente et s'inscrit dans une forme de continuité. À l'inverse, chez Claire et Stéphanie Châtenay, la socialisation est beaucoup plus distante. Elles ont été peu exposées durant leur enfance à l'entreprise et n'y ont jamais travaillé étant jeunes, par exemple. Il n'y a donc pas de rapport de familiarité avec l'entreprise familiale. Donc l'entreprise apparaît comme un espace plus extérieur à leur trajectoire initiale, ce qui contribue à rendre la reprise moins naturelle et plus tardivement construite. Ensuite, le rapport à l'histoire familiale constitue un facteur explicatif important. Donc, dans le cas de Julien Blanchard, ce rapport est particulièrement fort. Il parle d'une forme de culte familial autour de ses arrière-grands-parents fondateurs. Cette histoire est très présente dans le quotidien familial, elle est racontée, transmise et matérialisée, notamment à travers des photos et des images. Donc, Julien me raconte par exemple la présence d'un mini-musée à l'entrée de l'usine retraçant l'histoire de la famille. Il me dit avoir des photos de son arrière-grand-père chez lui et même en fond d'écran de son téléphone. Il connaît également très bien cette histoire, les différentes générations et les crises traversées. Il est capable d'en fournir un récit très détaillé et très structuré, comme j'ai pu m'en rendre compte lors de l'entretien. Cette forte transmission de l'histoire familiale, combinée à la socialisation précoce et continue au sein de l'entreprise, s'inscrit plus largement dans un travail familial de transmission et de formation d'une vocation
qui rend à considérer la reprise comme évidente. A l'inverse, chez Claire et Stéphanie Châtenay, le rapport à l'histoire familiale apparaît beaucoup plus distant. Cette histoire a longtemps été peu transmise au sein de la famille et ce n'est que récemment que leur mère a entrepris un travail de reconstitution des archives familiales. Claire souligne même que certaines informations diffusées, notamment sur leur site internet, sont inexactes. L'histoire familiale occupe donc une place plus périphérique dans leur rapport à l'entreprise, ce qui contribue, encore une fois, à rendre la reprise moins évidente. Ensuite, le genre constitue également un facteur important dans le rapport à la reprise. Donc, comme l'ont montré Bernard Zarka, Céline Bessière et Sybille Golac, les hommes sont davantage favorisés dans la transmission du statut d'indépendant et du patrimoine économique, notamment en ce qui concerne les actifs les plus stratégiques, comme les entreprises. Dans ce contexte, la transmission à une femme est moins évidente, à la fois pour les parents et pour les enfants eux-mêmes. Cela éclaire les différences observées entre les sœurs Châtenay et Julien. Par ailleurs, la reprise constitue une évidence pour Julien, alors même qu'il a une sœur cadette travaillant dans le commerce de luxe en Guadeloupe et qui aurait pourtant très bien pu envisager de reprendre l'entreprise familiale. Mais lorsqu'il évoque sa sœur, il insiste sur le fait qu'elle est toujours restée distante vis-à-vis de cette entreprise, comme si la question de la reprise ne semble pas vraiment se poser pour elle, et que de fait, Julien s'impose comme le repreneur évident. Par ailleurs, comme le souligne Sophie Pochic, les femmes rencontrent plus souvent des difficultés d'accès aux positions de pouvoir et doivent davantage faire leur preuve de leur légitimité. On retrouve ces mécanismes chez les Châtenay. Le père exprime des doutes quant à la capacité de ses filles à diriger seules l'entreprise, ce qui les conduit à devoir s'imposer et démontrer leurs compétences. A l'inverse, dans le cas de Julien, la question de la légitimité semble beaucoup moins problématique. Il se voit confier des responsabilités très tôt, sans que sa capacité à diriger seule soit réellement remise en question. Enfin, l'ancrage territorial joue un rôle important dans le rapport à l'entreprise. Dans le cas de la famille Blanchard, il est particulièrement fort. L'entreprise est implantée depuis sa création dans la même commune. Et la famille est restée au fil des générations. Cet enracinement se traduit par des liens étroits avec le territoire et ses habitants, notamment à travers des formes de paternalisme ancien. Donc, par exemple, l'arrière-grand-père de Julien a fait construire des logements pour les employés, ainsi qu'un terrain de foot et une équipe de foot. Les salariés sont majoritairement issus de la commune de l'entreprise ou des communes environnantes, ce qui renforce l'inscription locale de l'activité. Et elle mobilise également des ressources du territoire, comme la laine venant de l'agriculteur d'à côté, et a beaucoup de contacts avec les institutions locales, notamment avec la région et la mairie. Cet ancrage crée donc un fort sentiment d'appartenance au territoire dont l'entreprise est le repère central. Cela peut favoriser la reprise car elle permet de rester ancrée dans un espace auquel la famille est très attachée. A l'inverse, chez les Châtenay, l'ancrage territorial est plus faible. L'entreprise a connu plusieurs implantations et son installation en Haute-Vienne est récente. Le lien avec les acteurs locaux sont aussi peu développés. Et Claire exprime même une distance vis-à-vis du territoire et notamment de Limoges, comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc, dans ce contexte, l'entreprise apparaît moins intégrée à son environnement local, ce qui limite le sentiment d'appartenance et la reprise, encore une fois, moins évidente. Pour conclure, cette communication a montré que la reprise des entreprises familiales ne révèle jamais uniquement d'une décision individuelle. Elle s'inscrit dans des configurations sociales et familiales spécifiques qui rendent la transmission plus ou moins évidente en fonction des cas. À travers les trajectoires étudiées, on voit notamment que la socialisation précoce à l'entreprise, le rapport à l'histoire familiale, le genre ou encore l'ancrage territorial jouent un rôle central dans la manière dont les héritiers se positionnent face à cette reprise. Et c'est pour cela que j'ai choisi de présenter cette communication à travers deux cas précis. C'est pour rendre plus visibles et concrètes ces différences de rapport à la transmission selon les configurations familiales et sociales. Mais ce choix de travailler en deux cas tient aussi aux caractéristiques de cet objet d'étude qui limite le nombre d'enquêtés accessibles et disponibles, car en effet, j'ai très peu d'enquêtés. En effet, contrairement aux grandes dynasties entrepreneuriales, les petites et moyennes entreprises familiales disposent souvent de peu d'archives et les mémoires familiales y sont peu institutionnalisées. Donc l'enquête repose beaucoup plus fortement sur les entretiens qui occupent une place centrale de la recherche. Cela rend le travail de terrain particulièrement complexe car l'accès à cette population est souvent difficile dans la mesure où il s'agit majoritairement des dirigeants issus de fractions économiques du pôle privé, disposant de peu de temps et généralement peu enclins à participer à des enquêtes sociologiques.
notamment en raison d'une certaine méfiance vis-à-vis du chercheur, comme l'ont montré Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot au sujet de la grande bourgeoisie, mais qui peut aussi être transposée ici. À cela s'ajoute le caractère particulièrement sensible et privé des questions abordées, donc touchant à la famille, au patrimoine et plus globalement aux enjeux de transmission du patrimoine. Donc concrètement, cela a rendu l'accès au terrain particulièrement difficile, même dans le cas d'une enquêtée appartenant à mon cercle de connaissances, pour laquelle je pensais que l'entrée sur le terrain serait plus simple. L'organisation de l'entretien s'est révélée compliquée. Plus largement, j'ai souvent été confrontée à des absences de réponse, à des reports répétés ou à des refus liés en manque de temps des dirigeants sollicités. Pour l'instant, mon enquête repose ainsi sur 5 enquêtés issus de 4 entreprises différentes. Donc, ces difficultés peuvent montrer combien ces univers restent relativement fermés et peu accessibles au regard sociologique, et ce qui contribue aussi à expliquer le faible nombre de travaux sur ces PME familiales. Et je vous remercie pour votre attention. Dès à présent, nous pouvons passer aux questions qui lui ont été posées lors de sa présentation. Est-ce que la situation économique de l'entreprise a des effets sur la reprise ? Alors, je l'ai analysé surtout donc, dans le premier cas de Julien Blanchard, et que justement, c'est un aussi des résultats que je vois, que ces entreprises familiales-là, les petites et moyennes entreprises, arrivent plus difficilement à rester aussi familiales que les grandes dynasties, par exemple étudiées par Pierre-Paul Zaliot, notamment à cause des situations économiques qui peuvent être compliquées. Elles sont beaucoup plus dans des situations incertaines. Et ça a été le cas notamment de l'entreprise Blanchard qui a eu des problèmes économiques et qui du coup a dû être rachetée par des actionnaires à un moment donné, avant que la troisième génération, donc le père de mon enquêté, devienne dirigeant. Donc c'est des actionnaires extérieurs qui l'ont racheté. Et finalement, au bout d'un moment, les parents de Julien ont réussi à racheter des parts. Et alors là, ils ne sont pas tout à fait 100% propriétaires de l'entreprise familiale, ça doit être 80-20%. Mais donc du coup, effectivement, la situation économique de ces entreprises a un effet sur la reprise, vu que beaucoup d'entre elles que j'ai étudiées ont eu des situations où elles ont dû le confier aux actionnaires, ou en tout cas une partie à des actionnaires. À partir de combien de générations on peut parler d'entreprise familiale ? Alors oui, là j'ai dit entre 3 et 7 générations, parce que pour l'instant dans mon corpus d'enquêter c'est le cas, mais il n'y a pas de définition probable, mais une entreprise familiale peut être, je pense, considérée familiale à partir d'une génération. Je pense qu'à partir du moment où il y a au moins par exemple, on crée une entreprise, on la délègue à notre enfant, et à partir de 1 ou 2 générations, ça peut être considéré comme familial. Et d'ailleurs, je vais bientôt être en contact avec des entreprises dont c'est le cas. Voilà, et le fait que juste une seule personne aussi soit à la tête de ces entreprises, que ça ne soit pas le couple par exemple, que ça soit juste le fils, ou voilà, ça marche aussi pour être décrit comme une entreprise familiale. Comment ils mettent en avant le fait que l'entreprise est familiale ? Puis, est-ce que tu as eu des cas où ce ne sont pas les enfants qui ont repris l'entreprise, mais par exemple le neveu ou la nièce ? Alors du coup, pour la mise en avant de l'histoire familiale, donc oui, effectivement, dans le cas de la famille Blanchard, il y a la mise en avant du musée, et effectivement les employés qui font, comme dit Julien, partie un peu comme une deuxième famille, sont totalement au courant, et je pense que... et cette histoire est transmise aussi aux employés, pas qu'à la famille, aux employés. Et elle est très mise en avant, et Julien Blanchard aussi, il peut-être des fois surjoue, il fait vraiment tout un truc autour de l'histoire familiale, c'est vraiment très mis en avant, et c'est le cœur de l'entreprise, quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas par contre chez les 2 autres sœurs, où là l'histoire familiale elles la connaissent pas, ou très peu, la recherche d'archives a été récente. Et après, pour l'instant, non, j'ai pas de cas où ça a été repris par des neveux ou des nièces ou des gendres, etc. Mais je sais que, par contre, il y a des cas où ça n'a pas été dirigé directement par le fils, mais par exemple plus par la femme du fils, parce que
c'était le grand-père de Julien Blanchard, a eu des soucis de santé qui faisaient qu'il ne pouvait pas diriger. Et du coup, ça a été sa femme. Mais sinon, non. Nous souhaitons remercier Lisa Hardy d'avoir accepté que nous enregistrions sa présentation. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.